Bonjour, bienvenue à cette première leçon de POL 205, Institutions et Société canadienne, une leçon qui sera consacrée aux notions de base de la science politique. Donc, nous allons couvrir aujourd'hui vraiment une introduction conceptuelle, poser les bases des notions, des concepts qui vont au cœur des leçons à venir et qui sont des concepts propres à cette discipline qui est le champ de la science politique. Premièrement, donc sur le terme lui-même politique, le terme politique nous vient du grec polis. Polis était, en Grèce classique ou en Grèce ancienne, l'organisation politique souveraine. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui la Grèce comme un État unifié, mais à l'époque, la Grèce, en fait, est constituée d'une multitude de cités-États, c'est-à-dire des poleis, au pluriel de polis, donc des États qui étaient indépendants, toutes les unes des autres. Donc, Athènes, Sparte, Argos, Corinthe, Pylos, c'était toutes des cités-États indépendantes avec leurs propres armées, leurs propres institutions politiques, leurs propres institutions économiques. Donc, elles tissaient des liens entre elles, mais elles existaient de manière indépendante. Elles avaient leur propre colonie même. Le mot police, donc, va nous donner en français le mot politique. Le tic à la fin, qui vient encore du grec, veut simplement dire ce qui se rapporte à. Donc, ce qui se rapporte à la police, entendu ici dans les rapports de pouvoir, on va revenir tantôt. En français, le mot police va également nous donner ce mot, sous sa forme, du moins audible, la même forme, police, qui désigne en réalité les soldats qui sont affectés à la défense de la cité. Donc, il y a une distinction ici entre les militaires qui sont déployés à l'étranger ou à l'extérieur, qui mènent donc des opérations guerrières, qui font la guerre, des autres guerriers ou autres soldats qui, eux, sont affectés à la défense de la ville, donc la police. À l'époque, donc, il n'y a pas cette distinction entre policiers et armés comme on connaît aujourd'hui. Il n'y a que des guerriers ou des soldats tout ensemble. Le domaine de la science politique a pour objet le pouvoir. La biologie s'intéresse au bios, donc la vie. L'histoire s'intéresse au passé. La sociologie s'intéresse à la société. La science politique, elle, son objet, c'est le pouvoir. Et on définit ce pouvoir de manière assez simple, c'est-à-dire la capacité d'initiative et d'action d'un agent dans un environnement donné, conformément à ses intérêts. C'est-à-dire que vous détenez du pouvoir lorsque vous êtes en mesure d'exiger, de demander, de commander, voire à un groupe de personnes, voire à une seule personne, de faire des choses en votre nom. Donc, à la recherche de vos intérêts. On comprendra bien sûr que ces intérêts, vos intérêts, ne sont pas nécessairement les intérêts personnels. Par exemple, lorsque vous allez commander plus tard dans votre carrière un peloton, par exemple, bien, vous allez exercer du pouvoir sur vos troupes. Et lorsque viendra le temps de leur commander de faire telle action, telle opération, évidemment, ils ne suivront pas alors vos intérêts personnels, mais bien plutôt les intérêts plus larges de la compagnie, du bataillon, du régiment, du groupe tactique et compagnie. Donc, les intérêts, c'est le chef qui exerce du pouvoir sur un groupe, qui est en mesure d'amener ce groupe à faire ce qu'il veut. Donc, ça, c'est la définition très simple. Politique, pouvoir. Pouvoir prend plusieurs formes, bien sûr. Donc, la science politique s'intéresse au pouvoir. En général, on établit une distinction entre le pouvoir et l'autorité. Donc, le pouvoir renvoie en quelque sorte à l'influence réelle que je peux avoir sur un groupe de personnes, sur une personne, indépendamment de ma position. L'autorité renvoie davantage à l'idée du pouvoir qu'exerce quelqu'un en vertu de l'autorité qui lui est concédée par l'organisation dont il est membre. Par exemple, un officier dans une organisation militaire détient de l'autorité dans la mesure où il est titulaire d'un brevet d'officier. On dit commission là, dans le langage courant au Canada, c'est un anglicisme. En fait, lorsque vous allez terminer ici au Collège militaire dans quelques années, vous allez obtenir un brevet d'officier, non pas une commission. Peu importe. Là. Donc, l'autorité que vous allez avoir à ce moment-là viendra précisément du fait que vous êtes titulaire d'un brevet d'officier. Donc, pouvoir et autorité. Bien sûr, généralement, les deux vont de pair. L'officier exerce un pouvoir sur ses troupes, non pas uniquement parce qu'il a des barres sur ses épaules, mais aussi parce qu'il exerce du pouvoir en raison de l'expérience qu'il a, des connaissances qu'il a acquises, notamment au collège militaire, et par sa capacité réflexive de pensée stratégique, par exemple, généralement une pensée plus poussée que celle que détiennent les troupes. Donc, la science politique est un domaine de recherche, d'enseignement qui se divise en plusieurs sous-domaines.
Donc, c'est sous-domaine de la science politique, je passe rapidement. Donc, les relations internationales, donc tout ce qui s'intéresse au pouvoir entre les États, mais pas exclusivement. Le pouvoir tel qu'il existe, qui s'exerce sur la scène internationale, qui peut prendre la forme des rapports entre les États, mais également entre des groupes sociaux, entre des communautés religieuses, à l'intérieur de communautés religieuses, mais sur un déploiement international. Donc, ce sont ici les relations internationales. Il faut dire que le baccalauréat dans lequel vous êtes inscrit, études internationales, s'inspire beaucoup, ou plutôt s'abreuve beaucoup aux travaux issus des relations internationales. Les études militaires stratégiques, c'est ce domaine qui s'intéresse aux affaires de sécurité, de défense, aux affaires militaires, aux affaires stratégiques. Avant la fermeture du collège militaire en 1995, l'un des baccalauréats qui était offert était précisément études militaires et stratégiques. Un baccalauréat qui existe toujours, qui est toujours offert à Kingston, sous la forme d'une concentration. Donc, c'est un baccalauréat qui existe toujours. Bien sûr, à l'extérieur des institutions militaires, ce n'est pas un baccalauréat qui est très populaire, bien qu'on l'offre également dans certaines universités civiles, mais ça demeure quand même un champ de spécialisation propre aux académies militaires. Ensuite, on a la politique nationale, donc ça peut prendre plusieurs formes. C'est lorsque on fait son champ de spécialisation de la politique d'un État, d'un pays, donc politique canadienne, politique québécoise, politique française, politique états-unienne, politique allemande. Une partie de mes travaux de recherche, moi personnellement, porte précisément donc sur la politique québécoise. La politique comparée, c'est davantage une discipline qui est déterminée par la méthode qui est utilisée. Donc, on va comparer, par exemple, des États entre eux. On va comparer des dynamiques régionales entre régions distinctes. Donc, c'est une méthode qui est déterminée davantage ou une discipline déterminée davantage par la méthode qui lui est propre. La philosophie politique, ça c'est mon champ de recherche principal, c'est le domaine de la philosophie qui s'intéresse aux grands principes politiques. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce que la souveraineté populaire, par exemple? On y reviendra plus tard lors de notre séance consacrée à la Constitution. Donc, c'est le domaine de la philosophie qui porte sur le pouvoir. Donc, c'est la jonction entre la science politique et la philosophie. C'est pourquoi la philosophie politique est un domaine qui appartient à la fois au département de philosophie dans les universités, mais aussi on trouve toujours dans tous les départements de sciences politiques une branche qui est dédiée à la philosophie. L'administration publique, c'est cette branche qui est dédiée à l'organisation, à l'administration des institutions publiques, généralement la fonction publique, mais pas exclusivement. L'armée, et ici, ou les forces armées canadiennes, sont une institution publique. Donc, l'administration publique s'intéresse à l'organisation, à la gestion, aux grands principes de saine gestion de l'administration publique. Donc, voici les principales branches de la science politique. Dans ce cadre de ce cours, il sera abondamment question de notions, État. L'État, c'est aujourd'hui dans le système politique actuel. Ça n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le cas. On peut présumer que dans 1000 ans, peut-être qu'une autre organisation politique va prendre forme, va s'imposer à l'échelle internationale. Mais pour l'instant, la principale organisation politique souveraine, on reviendra tantôt sur le caractère de souveraineté, c'est l'État. Donc l'État, généralement dans la langue courante, on associe l'État à pays. On dira les États-Unis d'Amérique, un pays, mais en réalité, les États-Unis d'Amérique sont un État. Comme le Canada est un État, comme l'Allemagne est un État, comme le Japon est un État. Donc, des fois, il y a un synonyme, pas toujours. Pays peut signifier à la fois un État, mais des fois une région. On parlera par exemple en France et en Espagne du Pays basque, donc qui chapeaute les deux États comme un groupe ethnique réuni dans une région propre. Donc, ce n'est pas toujours synonyme. Mais l'État, c'est aujourd'hui l'organisation politique souveraine. C'est-à-dire qu'elle est souveraine dans la mesure où il n'y a rien au-dessus des États et tout ce qui est en dessous des États se rapporte à lui. Donc, sur la scène internationale, on peut reconnaître l'existence d'à peu près 200 États. Donc, si par exemple, on y va avec l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation dont sont membres la plupart des États du monde, pas tous. En fait, ce n'est pas une exigence formelle d'en être membre. L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'existence de 197 États et il y en a 193 qui en sont membres. Donc, ce n'est pas une exigence formelle, mais il est vrai que tous les nouveaux États qui apparaissent sur la scène internationale, généralement à la suite de décolonisation ou de déclaration d'indépendance, à ce moment-là, vont chercher à obtenir un siège
aux Nations Unies. Prenons le cas, par exemple, de l'Écosse, qui pourrait s'engager prochainement dans un processus sécessionniste. On se rappelle, il y a quelques années, en 2014, il y avait un référendum pour l'indépendance de l'Écosse qui s'était soldé par la victoire du camp du non. Donc, l'Écosse était demeurée au sein du Royaume-Uni. Mais là, le Brexit offre un nouveau contexte politique et les nationalistes ou les indépendantistes qui sont au pouvoir présentement en Écosse souhaitent organiser un autre référendum. Advenant le cas où le oui l'emportait cette fois-là, à ce moment-là, on peut penser que l'Écosse, une des premières démarches qu'effectuera l'Écosse devenue indépendante, ce sera d'obtenir un siège à l'Organisation des Nations Unies. On peut penser ici que si le processus est bien respecté, processus démocratique qui aura conduit à l'indépendance, est bien respecté, on peut penser que la plupart des États membres des Nations Unies vont être très heureux d'accueillir un nouveau membre en la personnalité politique de l'Écosse. Donc, tous ces membres ici sont répertoriés. On dit 200 États. Certains, bien sûr, sont beaucoup plus connus que d'autres parce que plus influents, plus gros. Donc, sur la scène internationale, exercent un pouvoir plus important. D'autres pays plus petits, on pense ici Eswatini en Afrique du Sud, un tout petit pays. Juste après, on trouve les États-Unis d'Amérique. Mais tous ces pays jouissent du privilège d'être membres, d'être reconnus à part égale par une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Lorsque cette organisation est créée en 1949, en fait, il aurait été plus juste d'utiliser le terme de l'Organisation des États-Unis, parce que ce sont des États qui sont membres et non pas des nations. On peut faire la distinction, on va y revenir tantôt, entre nation et État, mais évidemment, vous comprendrez qu'en 1949, lorsqu'on crée cette organisation, le mot États-Unis est déjà choisi, est déjà utilisé par un des États qui sont les États-Unis d'Amérique, United States of America. Donc, je poursuis ici avec notre séance. Donc, on trouve des États qui sont membres. Les États, j'insiste, c'est une organisation qui est moderne, qui n'existe pas au Moyen Âge. Au Moyen Âge, l'Europe, prenons le cas du continent européen, qui sera le précurseur en ce qui a trait à l'organisation et la naissance des États. Donc, à l'époque, au Moyen Âge, l'Europe est organisée en royaumes, en principautés, en empires, mais il n'y a pas encore d'État. Les États vont apparaître vers la fin de la guerre des 30 ans. On reconnaît habituellement l'apparition des États avec le traité de Westphalie de 1648 qui met fin à la guerre de 30 ans, où à ce moment-là, le Saint-Empire germanique, qui regroupe plus ou moins les territoires occupés aujourd'hui par l'Allemagne et l'Autriche et une partie du nord de l'Italie. Donc, ces États vont se scinder et vont obtenir leur souveraineté. Donc, c'est en quelque sorte reconnu comme étant la naissance, l'apparition en quelque sorte là, des premiers États. Donc, l'État, et aujourd'hui, l'État-nation, puisque la plupart des États vont voir émerger en leur sein une nation distincte, à chaque État une nation, à chaque nation un État. On reviendra sur ce duel entre État et nation, mais donc aujourd'hui, c'est la forme dominante d'organisation politique sur la scène internationale. Les États, si on cherche à les définir avec une définition plus philosophique, lorsqu'on s'appuie sur les travaux des penseurs politiques, on peut avoir différentes définitions. J'ai employé ici 3 définitions, juste pour vous donner un peu une saveur de à quoi peut ressembler une réflexion fondamentale sur l'État. Une fois que j'ai dit que c'est une organisation souveraine, bon, encore, ça ne dit pas grand-chose. Max Weber, que vous connaissez certainement dans vos travaux en sociologie, Max Weber, sociologue allemand, définissait l'État ainsi. Il disait « L'État est, et je cite, une entité qui a le monopole de l'usage légitime de la force dans un territoire donné. » Donc, la caractéristique la plus essentielle d'un État, c'est que de toutes les organisations de la société, les églises, les entreprises, les groupes sociaux, les partis politiques, les clubs sportifs, peu importe, la seule organisation qui a le droit d'utiliser la violence légitime, elle n'est pas illégale, elle est légitime, elle est légale, c'est l'État, essentiellement à travers 2 organisations, les corps policiers et les forces armées. D'autres organisations peuvent avoir le droit d'utiliser une forme particulière de violence. On peut penser par exemple aux agents de sécurité. Les agents de sécurité sont à la solde d'entreprises privées. Mais leur usage de violence est très limité, très limité et encadré par l'État, par les lois de l'État. Donc ça, c'est la définition faite par Max Weber.
Un autre philosophe, Hegel, philosophe allemand du début du 19e siècle, Hegel définissait l'État comme étant, et là il inscrivait sa réflexion dans une réflexion très large portant sur la philosophie de l'histoire, donc l'histoire mondiale, comment elle se déploie. Lui, il voyait en l'État l'aboutissement ultime de la liberté. Une fois qu'un peuple a pris pleinement conscience de sa pleine liberté de pouvoir se définir lui-même comme il entend être, et lorsqu'il est maître de lui-même et il a l'ambition de se doter des institutions qui sont le plus conformes à cette liberté acquise de longue date, mais à ce moment-là, cette organisation prend la forme de l'État. Donc l'État, pour Hegel, c'est l'aboutissement ultime de la liberté des peuples. Bien sûr, une conception, on pourrait dire, assez optimiste ou positive de l'État. Au contraire, un de ses successeurs, un de ses étudiants, peut-être les plus connus, Karl Marx, que vous connaissez bien sûr aussi dans vos travaux de sociologie, lui avait une opinion assez négative à l'égard de l'État. Il voyait plutôt l'État comme une forme politique qui advient précisément avec le développement du capitalisme. Mais l'État est associé, pour Marx et Engels, son collègue, son camarade de pensée, donc Marx et Engels, ces deux-là avaient une opinion négative parce que l'État était associé essentiellement à une classe sociale, la bourgeoisie, et cet État était au service de la bourgeoisie précisément pour mieux dominer cette autre classe sociale, le prolétariat ou les travailleurs. Donc, l'État était en quelque sorte, aux yeux de Hegel et de Marx, en quelque sorte le conseil d'administration de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'organisation qui existe au service de la bourgeoisie dans sa domination du monde. Donc, bien sûr, opinion très négative à l'égard de l'État. Je citerai un passage assez long, mais vous allez comprendre l'esprit ici, qui est tiré d'un ouvrage de 1884, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, qui est de Engels. Je cite. L'État, vous me voyez, regardez mon écran ici à droite, l'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. À un certain stade du développement économique, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l'État une nécessité. Nous nous rapprochons maintenant à pas rapide d'un stade de développement de la production dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elle a surgi autrefois. L'État tombe inévitablement avec elle. La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, relèguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. Donc, jugement très sévère, évidemment, ça s'inscrit dans une réflexion, la réflexion communiste, où on voit justement que le communisme conduira à l'abolition de l'État et l'établissement d'une société plus égalitaire, qui serait donc l'idéal communiste. Donc ça ici, ce sont pour les trois définitions plus conceptuelles de l'État. On s'en tiendra ici dans le cadre du cours avec cette définition plus usuelle. L'État, c'est l'organisation souveraine aujourd'hui dans le système international qui est le nôtre. Nous allons parler de la distinction entre État-pays. Un mot sur la notion de gouvernement. Le gouvernement, c'est l'organisation qui gère l'État. Ce n'est pas l'État. Le gouvernement canadien, ce n'est pas l'État du Canada. Ce n'est pas l'État canadien. Le gouvernement peut changer, l'État va demeurer. Donc, le gouvernement actuel, dirigé par l'équipe de Justin Trudeau, le premier ministre au Canada, son gouvernement est un groupe de personnes qui a pour tâche de gouverner, de gérer, d'administrer un État, ici, l'État canadien. Donc, deux choses distinctes, c'est à ne pas confondre. Gouvernement, ce n'est pas une administration. On emploiera le terme, par exemple, pour désigner le gouvernement de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, là, qui sera remplacé bientôt par celui de Joe Biden. Donc, on dira l'administration de Trump. En réalité, administration désigne en sciences politiques une capacité d'une organisation d'administrer un groupe, un territoire, une municipalité, mais qui est en deçà du gouvernement. Par exemple, le pouvoir dont jouissent les municipalités au Québec est en deçà de celui dont jouit
le gouvernement du Québec. Les administrations municipales détiennent le pouvoir qui leur sont conférés par un gouvernement. Donc, dans la hiérarchie des pouvoirs, le gouvernement est au-dessus des administrations. Si l'on poursuit encore avec les termes, distinction entre la nation et le peuple. Donc, dans le langage courant, le terme nation est utilisé habituellement de deux manières. Et l'une de ces manières va dominer dans la langue anglaise, alors que la langue française s'en tient plutôt à l'autre définition que vous allez voir. Premièrement, il y a la nation qu'on pourrait dire, que l'on pourrait qualifier la nation dite ethnique. À ce moment-là, une nation désigne un regroupement de personnes, d'individus, qui ont en partage une même identité, généralement d'origine ethnique. Ce sera donc des groupes qui partagent une même langue, une même origine ethnique, parfois même une même religion, une même histoire, des mêmes ancêtres. On peut dire en ce sens, par exemple, que les Québécois forment une nation dans la mesure où la majorité, pas tous bien sûr, sous l'effet de l'immigration, des personnes qui sont arrivées plus récemment font partie aujourd'hui de la nation québécoise. Mais grosso modo, on peut dire que la nation québécoise est l'héritière des colons français qui sont venus s'établir dans la vallée du Saint-Laurent au moment de la colonie française avant la conquête britannique. On peut dire par exemple que la nation japonaise est une nation dans la mesure où effectivement aujourd'hui, dans le pays, l'État qui s'appelle le Japon, on trouve essentiellement une seule nation. Les Japonais sont tous à peu près les héritiers du même groupe ethnique qui habitait l'île depuis très 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 longtemps. Des États ne sont pas toujours des nations. On va trouver par exemple des États. On peut dire par exemple que le Canada, si on s'en tient à cette définition-là, le Canada est un pays multinational. Dans la mesure où au sein du Canada, il y a, j'ai déjà dit, la nation québécoise. À côté d'elle, bien sûr, la nation majoritaire qui est la nation canadienne-anglaise ou la nation canadienne tout court, on pourrait dire. Mais bien sûr, il y a également l'existence de ce qu'on appelle les Premières Nations, les Autochtones, qui comprend à la fois les Premières Nations et les Inuits. On peut également ajouter à cela les Acadiens, qui forment une nation distincte de celle de la nation québécoise. Donc, le Canada est en ce sens un pays multinational. Alors que d'autres États, je pense par exemple à l'Islande, qui est un tout petit pays. Donc l'Islande, les Islandais sont tous issus de la même souche ethnique. Ce sont tous des descendants des colons vikings qui sont allés s'établir là au 12e, 13e siècle après Jésus-Christ. Donc, nation à distinguer ici de l'État, et on a ici cette définition dite ethnique, la nation ethnique. L'autre conception du mot nation, elle est beaucoup plus large. On dira à ce moment-là que c'est la définition dite civique. Cette nation désigne essentiellement les gens qui habitent dans un État. Et en ce sens, si on suit cette deuxième définition, qui est beaucoup plus englobante, on pourra dire qu'il y a une telle chose qu'une nation canadienne. Nation canadienne qui regroupe à ce moment-là tous les gens qui habitent au Canada, quelle que soit la langue, quelle que ce soit leur langue, anglais, français, italien, chinois et compagnie, ça importe peu. Mais donc, le terme de nation ici désigne beaucoup plus largement tous les habitants d'un État. Donc, vous comprendrez ici que ces deux définitions ne sont pas tout à fait compatibles. Et là, en anglais, c'est la deuxième définition qui prédomine dans la langue anglaise. C'est pourquoi on pourra entendre beaucoup plus facilement qu'en anglais that Canada forms a nation. There is such a thing as a Canadian nation. En anglais, ça ne pose pas tellement de problème parce qu'on a surtout à l'esprit ici cette deuxième définition. Alors qu'en français, et encore plus, à plus forte raison au Québec, le terme nation est surtout utilisé dans son premier sens, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait la nation dite ethnique. Ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est pas ethnique, mais on l'emploie pour simplifier. Et en ce sens-là, c'est beaucoup plus restrictif. Et c'est pourquoi on pourrait dire, par exemple, que le Québec forme une nation. C'est pourquoi, par exemple, la région de Québec est appelée au Québec la région de la capitale nationale. C'est pourquoi l'Assemblée législative de Québec, on la nomme depuis 1968 l'Assemblée nationale. Bien sûr, une telle idée heurte l'oreille du Canada anglais, puisque eux, en général, ils ont plutôt la deuxième conception en tête lorsqu'ils parlent de nation. Donc, on pourrait opérer encore d'autres distinctions, mais on va s'en tenir à ces différences ici pour l'instant. On a parlé d'un gouvernement, on a parlé d'État. Il faut opérer une distinction très nette entre le chef de l'État et le chef du gouvernement.
Le chef d'État est celui qui est à la tête d'un État. Et le chef du gouvernement, c'est celui qui contrôle un gouvernement. Dans de très rares cas, il s'agit de la même personne. Aux États-Unis, par exemple, la République des États-Unis a pour chef d'État le chef du gouvernement. Donc, jusqu'à les prochains jours, le chef d'État et le chef du gouvernement aux États-Unis est la personne de Donald Trump. Au Canada et dans à peu près tous les autres pays de la planète, on opère une distinction entre le chef d'État et le chef du gouvernement. Au Canada, le chef de l'État canadien, c'est la reine du Canada, Élisabeth II. On l'a vu lorsqu'on a fait le quiz pour les nuls, là. Donc, le chef d'État, c'est Élisabeth II, qui porte plusieurs titres. Elle est, certes, reine du Canada ici au Canada, mais elle est également reine de la Grande-Bretagne en Grande-Bretagne. Elle porte également d'autres titres parce qu'elle se trouve être la souveraine, la chef d'État de 16 États indépendants. Le chef du gouvernement, ici au Canada, c'est celui qui gouverne le gouvernement, qui contrôle le gouvernement, qui a fait élire le plus de sièges lors du dernier scrutin général et qui est élu à la Chambre des communes. Ici, Justin Trudeau. Donc, Justin Trudeau peut perdre le pouvoir, le chef d'État va demeurer en poste. Les gouvernements peuvent se succéder alors que l'État demeure. Et en règle générale, les chefs d'État vont rester en poste plus longtemps, généralement, pas toujours, plus longtemps que les chefs de gouvernement. Je poursuis. En règle générale, lorsqu'il s'agit de penser le pouvoir politique tel qu'il existe dans les États, on opère une distinction en 3 types de pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Généralement, qui sont incarnés par 3 organes politiques distincts. Dans le cas du parlementarisme britannique, qui est le nôtre, le régime canadien, il y a une confusion entre les deux, mais vous allez voir. Le pouvoir législatif est le pouvoir d'édicter, d'amender, d'abroger des lois. Ce pouvoir, dans notre régime qui est le nôtre, appartient au Parlement canadien, qui est constitué à la fois du Sénat, de la Chambre des communes et du chef d'État, Élisabeth II. Donc, c'est le pouvoir de passer des lois. Au Québec, sur la scène provinciale au niveau québécois, c'est l'Assemblée nationale qui détient un tel pouvoir. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'exécuter ces lois. C'est généralement le gouvernement. Donc, l'exécutif désigne le gouvernement ou le cabinet, c'est-à-dire les membres du cabinet sont les ministres, qui inclut un premier ministre dans le lot. Donc, ça forme le cabinet ou le gouvernement. Donc, pourquoi je vous disais qu'il y avait confusion? C'est-à-dire que les membres de l'exécutif, dans le cas canadien, sont à peu près tous membres du législatif, sont issus du législatif. Dans d'autres pays, l'exécutif est distinct du législatif, comme on le trouve aux États-Unis, par exemple, où l'administration Trump, donc les ministres de Trump, qu'on appelle les secrétaires dans le jargon politique états-unien, ne sont pas membres du législatif, ne sont pas ni membres de la Chambre des représentants, ni membres du Sénat. Ils sont nommés directement par le président pour exercer le pouvoir en son nom, membres de l'administration, ici Trump, et prochainement Biden. Le troisième pouvoir politique qui existe, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir de juger de la validité d'une loi et d'administrer la justice. Donc au Canada, bien sûr, ça s'articule à travers les cours de justice, dont la plus haute, ce qu'on appelle au Canada la Cour suprême. Et dans les provinces, les cours de justice les plus hautes, on les appelle les cours supérieures. Cour supérieure et Cour suprême ici au Canada. À côté de ces 3 pouvoirs que l'on dit les pouvoirs constitués, il existe également un pouvoir plus fondamental, antérieur même à ces 3 pouvoirs, qu'on appelle le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir de faire une constitution, d'abroger une constitution, de modifier une constitution. On va revenir, on aura 2 séances consacrées à la Constitution canadienne, on aura abondamment le temps d'y revenir, mais le pouvoir constituant le plus fondamental de tous, c'est celui qui institue un État en créant, rédigeant, adoptant une constitution. Donc, il est un peu à part ce pouvoir, parce que les autres 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, n'existent que dans la mesure où ils sont institués par une constitution qui elle-même a été rédigée par un pouvoir constituant. Donc, le pouvoir constituant est antérieur aux 3 autres. C'est pourquoi on dira le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont des pouvoirs dits constitués. Donc, ils ont été constitués antérieurement.
Une constitution. Donc là, je vais me limiter aujourd'hui à des considérations très générales, parce qu'encore là, on aura 2 séances consacrées à la question. La constitution, ça désigne le cadre juridique qui institue un État. Un État existe dans la mesure où il est constitué. C'est en quelque sorte la loi fondamentale, les règles de base les plus fondamentales, les plus élémentaires, qui déterminent en quoi consiste un État, comment cet État fonctionne, dans ses grandes lignes, bien sûr. Qui détient le pouvoir? Qui détient le pouvoir législatif? Quels sont les organes qui exercent le pouvoir exécutif? Comment son système de justice est organisé? Comment le territoire d'un État est organisé? Donc, la Constitution, c'est le document juridique le plus fondamental. C'est au cœur de tous les États. Comme on va le voir, la plupart des États ont des constitutions que l'on dit qui sont écrites. Donc, il y a un document juridique qui s'appelle la Constitution de l'État. La Grande-Bretagne est vraiment exceptionnelle parce que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. La Constitution de la Grande-Bretagne, et là, le Canada a hérité de certains de ses traits, on va le voir, repose essentiellement sur des coutumes, sur des pratiques. Donc, il n'y a pas de document juridique qui s'appelle la Constitution de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. Une telle chose n'existe pas. Mais tous les pays, sauf la Grande-Bretagne, ont des constitutions dites écrites. Si je poursuis, une fois qu'on a fait ces distinctions, nation, État, gouvernement, État, type de pouvoir, vient à voir une différence entre différentes formes d'État, comment les États sont organisés. La principale forme d'organisation de l'État est la forme que l'on dit unitaire, c'est-à-dire c'est l'État qui existe avec un seul niveau de gouvernement. Donc tout le territoire est gouverné par un seul gouvernement. Cette forme unitaire est dominante. Pour la plupart des pays, c'est le mode d'organisation politique privilégié. On peut penser à la France, par exemple. La France il n'existe qu'un seul niveau de gouvernement. Il y a bien sûr des administrations régionales. Il y a des régions, il y a même des départements. Mais ce ne sont pas à proprement parler des gouvernements, ce sont davantage des administrations. Un pays comme Israël est un État unitaire. Ça, c'est la forme la plus courante. La deuxième forme d'État qui existe sur la planète, également très courante, et celle avec laquelle on est plus familier ici au Canada, c'est la fédération. Donc, une fédération, ça désigne essentiellement un État qui est organisé en 2 niveaux de gouvernement. Ça pourrait être techniquement 3, mais il n'y a pas de cas comme ça, là. Il n'y a pas de figure de cas à 3, mais au moins 2 niveaux de gouvernement. Ça nous donne au Canada, par exemple, le gouvernement fédéral et nos gouvernements de province. Dans leur champ de compétences respectifs, ces gouvernements sont souverains. C'est-à-dire quand, par exemple, on va revenir avec notre séance consacrée à la Constitution, le gouvernement du Québec, le gouvernement provincial, est souverain en matière d'éducation. Parce que dans ce champ de compétences qui lui a été octroyé par la Constitution canadienne, il a les pleins pouvoirs. Donc, une fédération désigne ici un État organisé en 2 niveaux de gouvernement. C'est le cas de la plupart des grands États. Et j'entends grands États sur le plan territorial. On peut penser aux États-Unis d'Amérique, qui sont une fédération. La Russie est une fédération. Le Brésil est une fédération. Le Mexique est une fédération. L'Allemagne est une fédération. Donc, c'est l'autre grande forme d'organisation politique. Ce ne sont pas tous les grands États. La Chine communiste, est un État unitaire. Hein? Ce n'est pas une fédération. On peut penser que le système fédéral s'irait bien à cet État, mais bon, c'est un système où le pouvoir est très centralisé, donc c'est un État unitaire. C'est un peu exceptionnel. La troisième forme, la forme la plus rare, en fait, elle n'existe que sous une seule forme, un seul exemple, qui est la Confédération helvétique, c'est-à-dire la Suisse. Donc, la Suisse, c'est un ensemble de cantons souverains qui ont mis en partage certains pouvoirs pour former une confédération. Donc, c'est en quelque sorte, pour simplifier, une forme très, très, très décentralisée de fédération. Donc, c'est le seul cas qui existe, c'est la Confédération suisse. Il n'y en a pas d'autres exemples. Poursuivons. Donc, lorsque vient le temps de définir en quoi consiste un État, on peut s'intéresser à ses fonctions les plus essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit fondamentalement un État?
pour qu'un État existe, qu'est-ce que ça lui prend minimalement pour être reconnu comme tel? Hein, il peut s'adjoindre d'autres missions, d'autres fonctions, mais qu'est-ce qui est fondamental, essentiel pour exister comme État? C'est ce qu'on appelle les fonctions dites régaliennes. Régalienne nous vient du latin regina ou rex, qui désigne le roi ou la reine. Hein, Regina, la capitale de la Saskatchewan, désigne ici reine. Donc rex ou regina. Ces fonctions sont au nombre de 4. Première fonction, un État n'existe ou n'est reconnu comme tel par la communauté des autres États que dans la mesure où il est capable, il a le pouvoir, il a la capacité de défendre le territoire qu'il tient. Généralement, bien sûr, par la constitution d'une force armée. Pas toujours, des États peuvent exister sans avoir de force armée. Je pense par exemple au Costa Rica, un État qui a fait le choix de ne pas avoir de force armée. Bien sûr, il a tout de même une politique de défense qui se réduit essentiellement ici à un accord de défense avec les États-Unis d'Amérique. L'Islande n'a pas d'armée non plus, même si l'Islande est membre de l'OTAN. Hein, elle a fait le choix d'être membre de l'OTAN. Donc, en cas d'attaque de l'Islande, on s'entend bien qu'il y a peu de pays qui seraient intéressés d'aller envahir l'Islande, mais si, imaginons-nous une situation hypothétique où c'était le cas, à ce moment-là, les pays de l'OTAN qui, eux, possèdent des forces armées, iraient à ce moment-là porter défense à l'Islande. Donc, défense territoire, première exigence fondamentale, première fonction essentielle d'un État. Un État n'existe pas, n'est pas reconnu comme tel, s'il n'est pas en mesure de défendre son territoire. Deuxième fonction régalienne, maintien de l'ordre interne. Hein? Un État existe dans la mesure où il est capable de maintenir l'ordre à l'intérieur de ce territoire. Cela ne passe pas exclusivement par une force policière, ça passe aussi par des institutions politiques, des institutions publiques, des cours de justice, notamment, on y reviendra un peu plus tard, un système de transport, des infrastructures scolaires, par exemple, tout ce qui fait en sorte qu'une société peut fonctionner hein, de manière ordonnée. Donc, on maintient ici de l'ordre interne. Troisième fonction, un État existe dans la mesure où il est capable de maintenir une forme de justice. Lorsque des crimes sont commis, lorsque des délits sont commis, l'État est en mesure d'amener ces criminels-là devant une justice. Donc, c'est à travers des cours de justice, et là, l'extension de ces cours, c'est aussi les corps policiers, ce sont les juges. Donc, tout ce qui maintient l'ordre à l'intérieur, précisément ici, sous la forme de justice. Mais ce n'est pas uniquement la justice criminelle, c'est également l'administration des lois touchant les transactions financières, par exemple. Touchant tout ce qui relève du Code civil, par exemple. Les transactions immobilières. Lorsque moi, je vends ma maison, je veux m'assurer qu'un système de loi vient encadrer cette transaction pour pas que quelqu'un vienne, par exemple, la voler illégalement. Donc, tout ce qui entoure le droit civil, c'est ce qui traite ici de tout ce qui rapporte à la justice. C'est un des éléments clés d'une fonction régalienne de l'État. Enfin, le dernier élément, c'est l'émission de la monnaie. Un État existe dans la mesure où il a une politique monétaire et il est en mesure de pouvoir émettre une monnaie. Bon, un État peut faire le choix d'adopter la monnaie d'un autre État. Hein? Cuba, par exemple, actuellement, a deux régimes monétaires. Un régime monétaire qui est le peso national et le peso convertible. Le peso convertible est arrimé un pour un avec le dollar des États-Unis. Donc, un État n'a pas besoin d'avoir une monnaie nationale. Il peut adopter la monnaie d'un autre pays. Ça, c'est pas un problème en soi. Mais il revient à cet État d'avoir une politique monétaire. Hein, lorsque l'Union européenne va adopter l'euro au tournant des années 2000, enfin en 2000, à ce moment-là, les États ne vont pas se départir de ce pouvoir, de cette fonction. Ils vont simplement dire, la France, l'Allemagne, l'Italie, vont dire, on va mettre en commun une monnaie ensemble qui nous avantage tous. Mais ils contrôlent encore ce pouvoir de déterminer quelle est la monnaie qui a cours légal en Italie, en Allemagne ou en France, qui aujourd'hui, on a déterminé qui c'était l'euro. Donc, ce sont les 4 fonctions régaliennes de l'État. On peut dire les fonctions les plus essentielles, les plus fondamentales, sans quoi un État n'est pas un État, sans quoi l'État n'est pas reconnu comme tel par les autres États. Qu'est-ce qui fait qu'un État est puissant sur la scène internationale? Lorsqu'on a vu tantôt la liste d'États, on avait un tout petit pays sud-africain, de l'Afrique du Sud plutôt, à côté des États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les États-Unis d'Amérique jouissent d'une influence, d'un pouvoir
et non pas d'une autorité, on fait la distinction de pouvoir et autorité, d'un pouvoir ou d'une influence plus grande sur la scène internationale. Techniquement ou légalement, il est membre des Nations Unies, il a le même pouvoir que le Belize, par exemple, il a le même pouvoir que les îles Caïmans, par exemple, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'en réalité, là, il a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir que les autres? Donc, quels sont ces critères? Donc, on va s'intéresser ici à 6 éléments, puis on aura l'occasion de revenir abondamment dans les prochaines séances. Premier élément, bien sûr, la géographie. La taille d'un pays joue grandement, bien sûr, vous comprendrez, sur la puissance d'un État. Non pas seulement la taille, avec les ressources qui viennent avec, mais également l'emplacement géographique. Hein? Un pays qui a un emplacement géographique avantageux aura plus d'influence sur ses voisins qu'un pays, par exemple, un pays enclavé. Alors, certains pays, pensons par exemple au Mali, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Donc, c'est un pays qui est enclavé. Il est par définition limité. La Bolivie est un pays enclavé. Elle n'a pas accès à l'océan. Alors que le Chili, juste à côté, lui partage un très long front océanique parce qu'il a accès à l'océan, accès à la mer, ce qui lui donne un avantage géopolitique, géographique très important. Des endroits également, lorsque vous contrôlez le détroit de Gibraltar, et c'est le cas aujourd'hui de la colonie de Gibraltar, qui est colonie britannique, cela vous offre un avantage géopolitique très important parce qu'à ce moment-là, vous contrôlez le passage de l'océan Atlantique vers la mer Méditerranée. Donc, Gibraltar, comme colonie britannique, jouit, même si elle est tout petite, c'est un roc Gibraltar, c'est tout petit, c'est 3 km², mais Gibraltar est, en raison de son emplacement géostratégique très important, donc elle a un avantage géographique indéniable, en dépit de sa taille. Deuxième élément, sa population. Bien sûr, une population plus forte permettra l'accumulation de ressources plus importantes, le développement d'une force armée plus importante, le développement de technologies plus importantes, on peut penser. Donc, une population plus importante aura une influence sur la puissance d'un État. Mais encore là, il faut faire attention. Longtemps, la Chine communiste, était un État à l'influence négligeable sur la scène internationale en raison d'une population peu éduquée, peu scolarisée et très pauvre. Donc, la taille n'est pas uniquement... Il faut voir ici la constitution, la composition de cette population. Des États plus petits peuvent néanmoins continuer d'exercer une forte influence sur la scène internationale. On peut penser à la France, par exemple, qui a une population, somme toute, assez négligeable de seulement 60 millions d'habitants. Mais sur la scène internationale, la France continue de jouir d'une grande influence parce que, notamment, cette population est fortement éduquée, très scolarisée, elle est relativement riche, relativement concentrée, une population urbaine. Donc, d'autres critères permettent de qualifier cette population. Troisième élément, la culture. Il faut entendre ici culture comme étant plus largement la capacité d'initiative, une culture, la scolarisation, la capacité de produire et d'exporter des éléments culturels, un cinéma, une littérature, une langue, bien sûr. Et à ce titre, les populations anglo-saxonnes aujourd'hui de la planète jouissent du fait que la Grande-Bretagne a longtemps été un empire très puissant, auquel a succédé les États-Unis, mais ces deux empires avaient une même langue, l'anglais. Donc la culture anglophone jouit d'un prestige beaucoup plus grand sur la scène internationale que le danois ou le suédois, par exemple. Dans le cas du français, c'est particulier parce que le français est également une langue très importante, une langue à déploiement sur les 5 continents, une population d'autour de 300-350 millions de locuteurs, ce qui n'est pas négligeable. Donc après l'anglais, c'est certainement la deuxième langue en influence sur la planète. Et la culture française, à travers sa littérature, à travers son cinéma, sont encore aujourd'hui des produits d'exportation importants, mais jouissent encore d'une influence considérable sur la scène internationale. Pour vous donner un seul exemple, en philosophie. En philosophie, aujourd'hui, la production savante en philosophie, la production de livres en philosophie, aujourd'hui, ne se fait que dans 3 langues. On a produit, on écrit en philosophie que dans 3 langues, l'anglais, le français et l'allemand. Si vous vous mettez à la philosophie, ce sont les 3 langues qui sont d'usage. On peut bien sûr écrire des traités de philosophie en italien, en chinois, en suédois. Ils seront peu diffusés parce que la communauté de lecteurs ou la communauté savante de philosophes se limite à ces 3 langues, l'anglais, le français et l'allemand. Donc, vous voyez ici comment une culture peut être déterminante. On notera également qu'une puissance impériale peut
s'exercer sous la forme d'une puissance militaire, même si sa culture est peu dominante. Pensons dans le cas ici, j'ai à la tête bien sûr le cas de la Chine. La Chine exerce une puissance indéniable sur la scène internationale, mais sa culture est à peu près inconnue de tous. Hein, nommez-moi le dernier film chinois que vous avez vu. Probablement aucun. Donc, quel est le dernier livre chinois que vous avez lu? Probablement vous n'en avez jamais lu. Donc, en dépit du fait que c'est un joueur important sur la scène internationale, sa culture est à peu près inexistante. Ça, c'est bien sûr un des défis auxquels est confrontée la Chine actuelle. Bien sûr, qu'est-ce qui détermine la puissance d'un État? Son gouvernement, sa stabilité, sa puissance à mobiliser des ressources au besoin. Un État stable. La plupart des pays africains sont fortement limités dans leur puissance en raison de la faiblesse de leur gouvernement. Hein? Lorsque se succèdent à coup après coup des coups d'État, un après l'autre des coups d'État, lorsqu'un gouvernement est incapable de s'installer dans la durée, ben à ce moment-là, un gouvernement est faible. Au contraire, lorsqu'un pays a des institutions politiques solides, on peut passer dans le cas du Canada, qui a une même constitution depuis 1867, qui fait à ce titre du Canada un des pays les plus vieux de la planète, entendu ici comme un État, parce que sa constitution remonte à 1876, ce qui n'est pas négligeable. Hein? La plupart des États sont des constructions beaucoup plus récentes que cela. L'Allemagne, comme on le connaît aujourd'hui, date de 1949. Hein? La France, on peut remonter à 1956, la Cinquième République. Donc, si on fait le travail comme ça, le Canada est un pays relativement vieux, avec un gouvernement stable depuis cette époque. Donc, le gouvernement est solide. Et ça assure une puissance de l'État. Autre élément, bien sûr, la puissance économique. Hein? On est un joueur important sur la scène internationale dans la mesure où son économie est puissante. Par exemple, on est membre du G7 dans la mesure où notre économie fait partie des 7 plus importants. Bon, c'est plus ou moins vrai dans le cas du Canada. Si on faisait la hiérarchie des économies nationales, le Canada arriverait peut-être en 11e ou 12e position. Mais dans tous les cas, on l'inclut là en raison d'autres critères que ceux de l'économie. Mais l'économie est déterminante ici, bien sûr, pour le classement des États sur la scène internationale. Enfin, bien sûr, vous aurez compris, la puissance militaire. Hein? La capacité de mobiliser une armée, une force armée. Pas uniquement le nombre de militaires mobilisables, mais également les technologies à la disposition de l'armée. L'expérience militaire acquise. Hein, les États-Unis d'Amérique, par exemple, ont une expérience de guerre très récente. L'Afghanistan, l'Irak, sur plein de continents, dans plein de théâtres différents. Donc, ils ont acquis une expertise réelle et très récente. Ce qui n'est pas le cas de la Chine. Les forces armées chinoises n'ont pas combattu depuis 1949, officiellement. Donc, très peu d'expertise réelle et récente, ce qui est un désavantage dans le cas ici, bien sûr, de la Chine. Je terminerai ici par l'illustration avec quelques graphiques pour voir, lorsqu'on utilise ces 6 critères, comment on peut à ce moment-là ranger les territoires. Donc, je termine ici avec un survol très, très rapide. Bon, lorsqu'il est question ici du territoire, donc la géographie, donc la taille du territoire étant un élément important dans la géographie, donc l'influence dont peut jouer un État. Donc, on connaît ici la taille des États. On voit la Russie qui est le principal État de la planète en termes de taille. Ensuite, le Canada arrive bon deuxième. Ensuite, la Chine et les États-Unis sont très proches. Brésil, Australie, Inde, Argentine, et ainsi de suite. Avec des pays, avec peut-être les 5 plus petits pays, les micro-États européens. On peut penser au Vatican, on peut penser au Liechtenstein, on peut penser à Andorre, on peut penser au Luxembourg, on peut penser à Saint-Marin, qui sont tous de très petits États, mais qui sont des États indépendants, des États souverains, de taille bien sûr beaucoup plus modeste que la Russie ou les États-Unis d'Amérique. En termes de population, ici, ça date de 2013, information. À cette époque, la Chine avait la population la plus importante, 1,3 milliard d'habitants, suivi par l'Inde. Ensuite, remarquez ici les États-Unis d'Amérique, quand même, 316 millions. L'Indonésie, hein, qui est le pays musulman le plus important de la planète, pas le pays arabe le plus important, le pays musulman le plus important de la planète, le Brésil, le Pakistan, le Nigeria, le Bangladesh, la Russie qui décline lentement avec une chute de population marquée, le Japon qui connaît également une chute de population marquée importante. Bon, ici pour le besoin du tableau qui est établi en France, on voit la France ici avec 64 millions qui arrive en 22e position. Si on fait des projections, bien sûr, la démographie n'est pas une science exacte, mais si on se projette en 2050, on verra que l'Inde,
qui n'a pas de politique d'enfant unique comme la Chine, devrait dépasser en population la Chine, donc en 2050 avec possiblement 1,6 milliard d'habitants. Donc la Chine va même décroître légèrement, encore là à cause de la politique de l'enfant unique. Le Nigeria va surpasser les États-Unis avec 444 millions d'habitants, de loin le pays africain le plus important, mais de loin, largement par rapport à ses voisins limitrophes. Les États-Unis devraient atteindre 400 millions, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh. Et on voit apparaître dans le top 10 ici, donc la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, avec 182 millions, ainsi que l'Éthiopie, autre pays africain important. La France devrait être autour de 72 millions d'habitants en 2050. Et à ce moment-là, on n'a pas ici les chiffres, mais l'Allemagne devrait à ce moment-là rejoindre la France. L'Allemagne, qui est autour de 80 millions maintenant, est en déclin. La France continue de croître, si bien qu'en 2050, France et Allemagne devraient avoir des populations équivalentes. Ici, j'utiliserai un seul critère pour déterminer l'influence de la culture, qui est celui de la publication des livres annuellement. Donc, vous voyez que la Chine est le pays qui publie le plus grand nombre de titres annuellement. Comme je vous disais, très peu connu à l'extérieur de la Chine. Donc, 440 000 titres publiés annuellement. Les États-Unis d'Amérique arrivent second, la Grande-Bretagne. Vous comprendrez que les États-Unis et Grande-Bretagne jouissent du fait que l'anglosphère ou les anglophones, ceux qui sont en mesure de lire en anglais, sont beaucoup plus nombreux que les seules populations des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, à ce moment-là, ils jouissent, eux autres, d'une influence, d'un lectorat beaucoup plus grand. Le Japon, remarquez 139 000 titres publiés annuellement. La Russie, l'Allemagne, l'Inde, la France, qui arrive quand même bon huitième, en dépit d'une population beaucoup plus modeste que l'Inde. Regardez, la France publie sensiblement le même nombre de livres qu'en Inde, qui est une population beaucoup plus importante. On défile comme ça. Donc, le Canada arrive ici 21e. Ça comprend les livres publiés en anglais et en français. Il faut voir, à tout le moins qu'en littérature, les livres français arrivent plus que 50% que l'ensemble des livres publiés au Canada. Il y a une production culturelle centrée, bien sûr, au Québec, dans le cas du français, très, très, très importante, avec un grand nombre d'éditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'éditeurs au Québec qu'il y en a dans le reste du Canada. Et ça, c'est la grande faiblesse du Canada en raison de la proximité avec la culture des États-Unis. Les auteurs, les écrivains, les essayistes canadiens-anglais, généralement, ont beaucoup plus de difficultés à se faire publier dans la mesure où il y a moins de maisons d'édition au Canada. Certains d'entre eux doivent se faire publier aux États-Unis. Alors que les essayistes, les écrivains, les auteurs québécois ont beaucoup plus de facilité à se faire publier avec l'existence de maisons d'édition au Québec. Donc, il y a un lectorat, il y a un marché. Donc, on trouve peu au Canada anglais, alors qu'il est très riche au Québec. Si on s'intéresse à l'économie, bien sûr, si on prend l'un des éléments pour déterminer la puissance économique d'un pays, le PIB, donc on voit qu'en 2017, si on suit les chiffres du Fonds monétaire international, donc les États-Unis étaient la principale puissance économique de la planète, suivi de très très près de l'Union européenne, mais qui regroupe l'Union elle-même, 17 pays. Ensuite, suivi par la Chine, le Japon, l'Allemagne, Royaume-Uni, Inde, France. Oui, l'Inde a à peu près la même puissance économique que la France et la Grande-Bretagne. À bien des égards, Royaume-Uni et France alternent d'une année à l'autre. Ils sont sensiblement les mêmes populations, sensiblement les mêmes puissances économiques. On décline comme ça. Le Canada arrive donc 10e. En fonction des sondages, des fois, ils vont descendre 11, 12e, et on reste à peu près dans ces eaux-là. Comparable à cet égard à la Corée du Nord, Corée du Sud et la Russie. Hein? Vous voyez, c'est intéressant. Donc, la puissance économique du Canada est comparable à celle de la Russie. Bien sûr, ce qui n'était pas le cas au moment de la guerre froide, où la Russie, ou l'URSS à cette époque, était la deuxième puissance économique de la planète. Donc, un net déclin, bien sûr, de la Russie, une lente remontée du Canada parmi les pays les plus importants de la planète sur le plan économique. Ça, c'est intéressant lorsqu'on regarde une carte du monde et on s'intéresse à la puissance ou la place ou la part occupée par l'économie nationale sur l'ensemble de la planète. Donc, on voit ici les États-Unis d'Amérique, la Chine à gauche. On reconnaît en l'Europe en vert, donc qui joue encore d'une grande influence, mais remarquez le secteur occupé par la couleur jaune, hein, très important, de plus en plus important. Le Japon, la Chine, bien sûr étant des joueurs importants. De l'autre côté, lorsqu'on regarde l'Amérique du Sud, en bleu pâle ici, bon, influence moindre, regardez le bleu foncé, l'Afrique, qui grosso modo, dont l'économie repose essentiellement autour de 3 joueurs, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. L'Australie qui s'en tire pas si mal en bas, le bleu foncé, très foncé, au bleu marine plutôt, et le reste du monde en mauve. Donc c'est une carte intéressante qui permet de visualiser l'influence économique des principales régions, principaux pays de la planète.
Ici, c'est une carte intéressante qui date de 2015. Lorsqu'on place les économies nationales et qu'on les compare aux économies des États-Unis d'Amérique. Là, ça nous donne un peu, ça nous permet de mieux apprécier la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, tout au bas, l'économie nationale du Canada s'apparente à celle du Texas. En termes économiques, le poids du Canada et le poids du Texas. L'économie de la France, comparable à l'économie de la Californie. Hein, vous voyez? Donc, le poids de l'économie indonésienne est comparable au poids de l'économie de la Floride. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Vous voyez ici, le poids de l'économie de la Pologne s'apparente à celle de l'État de New York. Hein? La Thaïlande ici, la Finlande. Vous voyez ici, ça nous permet de bien voir ici tout le poids, réellement, là, le poids économique des États-Unis d'Amérique, lorsqu'on utilise cette carte, qui permet de bien visualiser tout cela. Bien sûr, les puissances déclinent et montent en influence au fil du temps. En 1870, la principale puissance économique de la planète était la Grande-Bretagne, qui occupait à ce moment-là 16% de l'économie mondiale. La deuxième puissance était l'Allemagne, déjà, qui avait supplanté la France en 1870, avec 9% et 8% pour la France. En 1973, donc l'année de ma naissance, 1973, les États-Unis d'Amérique s'accaparaient 18% de la production mondiale. Le Japon arrivait second avec 8% et l'Allemagne était ex aequo avec le Japon. À ce moment-là, l'Allemagne était encore une puissance économique déterminante. En 2010, vous voyez qui sont les nouveaux joueurs. Les États-Unis demeurent la principale puissance économique, mais avec 13%, alors que la Chine est déjà à 12%. Elle talonne ici les États-Unis d'Amérique. Le Japon est toujours en bord troisième, ici avec 6,9%. En 2030, on projette que la Chine aura dépassé les États-Unis d'Amérique. Enfin, en fonction des statistiques qu'on utilise, la Chine aurait dépassé en termes de PIB les États-Unis d'Amérique l'an dernier, possiblement. Donc, la Chine sera le principal joueur économique de la planète, ayant supplanté les États-Unis d'Amérique en 2030. Le troisième joueur devrait être, à ce moment-là, l'Inde, donc qui aujourd'hui est en pleine croissance économique. Si on s'intéresse aux derniers critères qui déterminent la puissance d'un État sur la scène internationale, on peut voir ici les dépenses militaires. Bien sûr, comme je vous disais, les dépenses, le budget militaire, c'est un critère. Ce n'est pas le seul, puisque l'expérience militaire, les technologies, le mode d'entraînement lui-même, le déploiement même des troupes, hein, la présence de plusieurs bases militaires sur la planète offre un avantage géopolitique très important, contrairement par exemple à la Chine qui n'a pas de base à l'extérieur de la Chine. Les États-Unis d'Amérique ont des bases militaires sur les 5 continents. Donc, lorsqu'on s'intéresse seulement à la question du budget militaire, on voit que les États-Unis d'Amérique s'accaparent grosso modo presque la moitié du budget militaire de la planète. Vient ensuite celui de la Chine. Alors, vous voyez, le reste du monde, c'est sensiblement le budget de la Chine. Le Canada arrive ici, là, faut vraiment fouiller, là. Hein. 21 milliards, il arrive ici très peu. L'Australie dépense beaucoup plus que nous, le Brésil plus que le Canada, l'Italie également, la Corée du Sud, le Japon. Mais le Canada est quand même devant la Turquie, l'Espagne, Israël. Bon, dans le budget, bien sûr, il faut voir qu'une bonne part de ce budget est consacrée aux soldes, aux salaires payés aux militaires. On peut penser que les soldats chinois sont payés beaucoup moins cher que les soldats des États-Unis. Donc, ça joue bien sûr dans le budget militaire ici. Donc, voilà. Si on s'intéresse ici, donc on avait le premier caractéristique, si on trouve ici plus précisément, on voit que le Canada arrive ici à la 17e position, on avait tantôt 18 milliards, on avait 21 sur le chiffre, autour de 20 milliards annuellement. Les États-Unis sont encore ici à 600 milliards, donc 43% du budget. Donc les États-Unis sont largement la principale puissance économique de la planète, mais en montant en puissance, on voit la Russie, l'Arabie Saoudite, la France, qui est la 5e puissance en termes de budget militaire de la planète. Hein. Et bien sûr, en raison d'une situation particulière, c'est que la France exerce encore une très grande influence sur l'Afrique. Durant la guerre froide, par un jeu de diplomatie, d'entente diplomatique implicite, l'Afrique était le précaré français, c'est-à-dire que la France s'occupait du maintien de l'ordre en quelque sorte, c'était le gendarme de l'Afrique, alors que les États-Unis avaient l'Amérique du Sud et la Russie avait l'Europe de l'Est et une partie de l'Asie. Donc, c'était dans le jeu des alliances de l'époque. Donc, la France avait toujours joué d'une influence militaire plus importante que son influence politique réelle. Et cette influence est demeurée aujourd'hui bien après la fin de la guerre froide. Voilà,
Ainsi se termine cette première séance consacrée aux notions de base de la science politique. On se revoit la semaine prochaine avec les fondements de l'État canadien. Merci. Au revoir.